Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au discours du président de la République sur l'état de la nation. C'est le 6e pour Patrice Talon et le premier de son second mandat. Un discours qui est une exigence constitutionnelle. C'est plus exactement le premier alinéa de l'article 112 de la loi fondamentale qui fait obligation au chef de l'État de délivrer une fois par an ce discours devant l'Assemblée nationale réunie. Pour décrypter le discours de ce mercredi 29 décembre 2021, j'ai sur ce plateau deux invités, les appeler deux généraux de la communication. Distel Amoussou, consultant en communication, bonsoir. Bonsoir chers amis, bonsoir amis téléspectateurs. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. C'est un devoir. En face de vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique. Bonsoir. Bonsoir Marouf, bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes. Moi je ne suis pas général. Hein. En communication je fais de la consultation politique. Merci en tout cas, merci à tous. C'est bien reçu. Distel Amoussou, vous qui avez suivi de bout en bout ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation, dites-nous, quelles sont vos appréciations? C'est vrai que les Béninois ou beaucoup de personnes se sont accrochés à l'expression second mandat, deuxième mandat, et ça fait jaser. Moi, je voudrais faire une petite analyse technique de ce discours. Pour ce qui concerne le format, le chef de l'État nous y a déjà habitués pendant les 5 derniers exercices. Donc, nous savions ça, le timing, il est collé à sa personnalité. Donc, c'est un discours court, clair, précis, concis, qui entre, comme un footballeur, entre des petites passes est allé au but, n'est-ce pas? Et il n'a pas procédé par de longues balles, il a fait de petites passes et ça fait mouche. Alors, je dois dire globalement que c'est un discours explicatif, techniquement, c'est un discours argumentif. Il aurait pu être autre chose, mais il a été un discours incitatif, n'est-ce pas? En le disant, je n'invente rien, je ne fais que dire les choses de façon classique. Par contre, ce qui a retenu mon attention, et j'ai fait cet exercice, j'ai compté que le chef de l'État a utilisé 58 fois le nous, le nos et le notre. 58 fois. Contre 7 fois le je. Dans le test, sauf erreur de ma part, si vous comptez, le chef de l'État a prononcé 58 fois le nous, le nos et le notre. Et 7 fois seulement le je. Alors, à l'analyse, je vous dirais que c'est un signal. C'est un signal que Patrice Talon est en train de donner. Il est en train de dépersonnaliser la chose du développement du Bénin. Il est en train de nous dire que le développement, c'est ensemble que nous allons le mener. Patrice Talon est en train de dire aux Béninois qu'il n'est pas indispensable et que les prouesses enregistrées les 5 dernières années ne sont pas de son fait et que chacun a contribué, n'est-ce pas, à ces résultats, à ces réalisations. Donc, il faut le retenir pour dire que c'est une invitation. Le chef de l'État nous invite tous, n'est-ce pas, à continuer ensemble dans l'unité de travailler pour le développement du Bénin, malgré nos divergences et nos différends. Le chef de l'État nous invite à travailler main dans la main pour construire un Bénin nouveau, un Bénin engageant. Agapit Napoléon Maforican, le discours court, concis, précis, mais il y a quand même des éléments qui sont absents dans ce discours. C'est quand même 2 semaines à peu près après les condamnations de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, et le chef de l'État n'en a pas fait cas. C'est à dessein? Merci Marouf. Encore une fois, merci à nos téléspectateurs et internautes. Je voudrais, à la suite de Distel, saluer
le caractère concis et précis et direct du discours. Je pense que le chef d'État nous habitue désormais à cela. Le message, il est clair, il est incisif, il est direct, il est dépersonnalisé. Donc, le chef d'État a parlé aux Béninois, il a parlé à la psychologie du Béninois, il a interpellé le Béninois, il a associé aux prouesses et il l'engage sur les autres défis à relever. C'est quand même important de le noter. Alors, lorsque vous notez cela, vous comprenez que il ne lui appartient pas, enfin, le discours sur l'état de la nation, c'est quand même pas l'état exhaustif des marches entamées, des visites réalisées, des procès qui se sont tenus, des assises qui ont eu lieu, des réunions qu'il a tenues, des concessions qu'il a faites. Donc, c'est pas un répertoire exhaustif. Il fut encore des années où le discours sur la terre de la nation, c'est secteur par secteur, minute par minute, c'est la minute de chaque ministère qu'on nous ressassait, qu'on nous servait. Ici, le chef d'État, depuis quelques années, et depuis qu'il a commencé par faire un discours, nous a appris à aller à l'essentiel, et met l'accent sur les faits marquants. Et les faits marquants, il les a évoqués. Et surtout, il nous a positionné sur le futur. Et c'est ça le nouvel état d'esprit. Avant, il fallait nous préparer, il fallait serrer les ceintures, il fallait espérer, il fallait croire à nos réformes, il fallait attendre les effets de nos réformes. Aujourd'hui, le président estime, et à juste titre, que nous sommes dans un nouvel état d'esprit et que nous devons continuer les efforts pour que, même si tout n'est pas encore rose, pour que nous atteignions finalement la terre promise. Mais nous devons être fiers du chemin parcouru. Je pense que ce discours n'est que la suite logique des précédents et correspond à l'homme Patrice Talon. Je pense que progressivement, le Bénin apprend à le connaître et nous apprenons à avoir un format désormais du discours sur l'état de la nation. Donc, les cas que vous évoquez, à mon avis, sont des cas ordinaires. À mon avis. Parce que si vous avez parlé de deux personnalités, Joël Aïvo et Kamadougou. Et il aurait pu parler de Bada, Georges, qui est de la majorité présidentielle et un grand soutien, et qui est en prison. Il aurait parlé des Hongais, qui est béni en route, qui est de Patrice Oussouguédé, Patrice. On peut citer plein de personnes qui ont pris par la criette. On a pu évoquer des cas tout encore récents qui sont en instruction. Donc, on a pu évoquer que le préfet de Cotonou a été, par exemple, retoqué par son ministre. Si vous voulez que je rentre dans les détails, c'est qu'il va vous aligner plein de situations qui ne seront plus dynamiques. Moi, je pense qu'il est allé à l'essentiel. Est-ce que dedans, vous avez vu qu'il a dit qu'on a voté une loi qui par rapport à la femme et qui sanctionne les violences sexuelles. Non, ça fait partie de la dynamique, ça fait partie de l'élan, ça fait partie du nouvel état d'esprit. Donc du coup, il ne s'agit pas d'aller dans les détails. Je pense que, comme l'a dit Distel, second ou deuxième, je pense que le président est très clair par rapport à ce qu'il veut. Il est clair que le mandat, il respectera les échéances. Et je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est beaucoup plus continuer dans ce nouvel état d'esprit et surtout atteindre la terre promise dont les grandes bases, dont les balises sont posées et qui nous permettent désormais d'espérer. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafori. Quand vous avez dit que ce discours, c'est une suite logique des précédents discours, et nous allons rafraîchir la mémoire à nos téléspectateurs en vous faisant revisiter les 3 derniers discours du président de la République. On suit cet élément et on revient. Conformément à l'article 112 de la Constitution du 11 décembre 1990, le président de la République, Patrice Talon, sera une fois encore face aux députés de la 8e législature ce mercredi 29 décembre 2021 au Palais des gouverneurs. Mais avant, les précédents messages sur l'état de la nation ces 3 dernières années ont eu le mérite d'aborder plusieurs domaines de la vie sociopolitique, économique et culturelle avec un regard de fierté, un engagement sur la route du développement.
Aujourd'hui, dans les 77 communes par exemple, les Béninois se sentent davantage en sécurité et ceci grâce aux nombreuses réformes opérées dans ce secteur. Les tracasseries policières ont quasiment disparu de nos routes. Nos compatriotes s'en félicitent. Les étrangers en visite chez nous le soulignent et d'autres pays nous envient. La pertinence de la fusion de la police et de la gendarmerie en une seule entité, la police républicaine, se lie aisément à travers le meilleur maillage du territoire et la répartition plus rationnelle des ressources humaines qui ont permis d'intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. C'est pourquoi, au cours des prochaines années, mon gouvernement prêtera la même attention à la sécurité, matérialisée par des investissements plus importants encore dans le renforcement de capacités des hommes et dans l'équipement de nos unités, forces armées béninoises et police républicaine confondues. Désormais, les Béninois peuvent aussi pousser un ouf de soulagement en matière d'électrification puisque l'énergie électrique est désormais disponible, même motif de satisfaction pour l'approvisionnement en eau potable. Sur ce front également, les études sont finalisées pour le démarrage au cours du deuxième semestre 2019 des travaux de construction de 500 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage en vue de l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Sur un programme d'investissement prioritaire de 300 milliards de francs CFA destiné à atteindre cet objectif, 200 milliards, soit 66%, sont déjà mobilisés et les actions sont en cours pour le bouclage total du financement avant la fin du premier semestre 2019. Au cours de l'année 2018, le domaine de la santé a aussi retenu l'attention du gouvernement Talon à l'image des autres. Au registre des infrastructures du secteur, la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le redémarrage des travaux de celui de Savet, les démarches pour la construction de l'hôpital de zone des 3A, à Promissete, à Vrancourt et à Djara, et les préalables déjà accomplis pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi témoignent de nos efforts. Ceux-ci sont soutenus par un vaste programme de réhabilitation des plateaux techniques existants. À cet égard, un diagnostic d'envergure est déjà en cours. C'est dire qu'à terme, le secteur de la santé sera totalement mis aux normes pour combler nos attentes. Faire de la lutte contre la corruption un véritable cheval de bataille, le gouvernement a joint l'acte à la parole avec pour point d'orgue l'assainissement des finances publiques. Avec la volonté du gouvernement de mettre fin à la gestion approximative des finances publiques, de mener une lutte implacable contre la fraude et l'évasion fiscale, de dématérialiser les procédures dans un contexte où le maître mot était le laxisme et les compromissions de toutes sortes, il va sans dire que toute action visant à instaurer la rigueur et la transparence est forcément perçue comme trop contraignante. Pour ce faire, il a fallu, entre autres, faire preuve de volonté et de détermination à toute épreuve pour ouvrir le front de la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption et dont le travail de salubrité que nous pouvons tous observer renseigne qu'elle manquait à l'édifice juridictionnel de notre pays. Chacun voudrait bien que cette action ne l'atteigne jamais, ni directement, ni indirectement. En 2019, au-delà des précédents progrès enregistrés, l'une des prouesses saluées est surtout le record au plan agricole. C'est un motif de satisfaction de relever qu'au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique avec près de 700 000 tonnes de coton graine. En 2020, Patrice Talon est accueilli pour informer ses concitoyens de l'état de la nation, le 5e exercice de son quinquennat, le 2e de l'actuelle législature. Dans tous les secteurs, dira le chef de l'État, le Bénin tient le bon bout malgré les difficultés. Notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n'offre pas à notre économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse.
Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnelles. Cette réforme est déjà engagée, Monsieur le Président. Elle sera bientôt popularisée, sachant que des investissements massifs sont déjà en cours de mise en œuvre dans ce secteur si important pour notre vie, pour notre développement. En outre, le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficie depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. Quant à l'emploi, il est à noter, Monsieur le Président, que le taux de chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Malgré ces différentes réalisations, c'est un Patrice Talon dans une humilité qui reconnaît que ses œuvres sont du mérite collectif. C'est un élément de Aziz Adam Soulé dans les 3 derniers discours de Patrice Talon. On note les projets, la satisfaction, mais aussi l'assurance. Patrice Talon est sûr qu'il va y arriver. Et aujourd'hui, comme pour tout magnifier, il dit « impossible n'est pas béninois ». Distel Amoussou, vous y croyez? Tout à fait, parce que le Bénin arrive toujours à puiser dans son génie des voies de solutions pour se sortir toujours d'affaires. Et parlant de développement, vous avez pu constater donc que le président Patrice Talon ne fait pas des résultats enregistrés, ne fait pas des satisfactions enregistrées suite aux réformes qu'il a instaurées, une fierté personnelle. Il estime, et pendant sa tournée de reddition de comptes, avant donc les dernières élections présidentielles, il disait que lorsque vous avez acheté un sachet de Puroata, vous avez déjà contribué à l'assiette fiscale. C'est une manière de dire que chacun des Béninois que nous sommes contribuons au développement de ce pays, qui à travers ses critiques, qui à travers ses approbations, qui à travers ses boudes, qui à travers ses acclamations. Et je dois poursuivre en disant que le président Patrice Talon, en parlant de nouvelles visions ou c'est pas nouvelles pratiques, n'est-ce pas, à avoir dans le pays, nous invite à gagner chaque pas. C'est pour ça que son discours de 2021, oui, ne fait plus le bilan global du parcours. Parce que déjà en 2020, il a eu le temps de les citer. Et chaque Béninois a contribué à ce succès est au fait de ce qui se passe dans la contrée, dans la cité. Donc il n'était plus de besoin de rappeler, n'est-ce pas, ce qu'on a fait département par département, ministère par ministère, pour allonger inutilement le discours. Est-ce que c'est pour cela quand même qu'il faut éviter le côté politique? Parce que c'est quand même politique. 2021, c'est quand même l'élection présidentielle et ne pas parler politique pour un discours sur l'état de la nation. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui manque? Cela peut paraître une feinte, mais c'est une option. Entre plusieurs options, il faut faire un choix. Est-ce que nous allons passer tout le temps à parler politique? Ou est-ce que nous allons parler enfin développement? Alors, le président Patrice Talon a dû faire son choix, son option, parler de développement. Même en parlant de développement, il ne s'est pas attardé sur des annonces ou ce qui a été fait. Il n'a pas bombé le torse sur les kilomètres de route d'asphaltage. Il n'a pas parlé sur de l'énergie, de la qualité de l'énergie que nous avons aujourd'hui. Il aurait pu le faire. Il aurait pu parler des cantines scolaires. Il aurait pu parler de ses prouesses. Il aurait pu parler des soins de santé. Il aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Mais il a préféré du moins, il a fait l'option de faire court, de dire les choses, de les survoler pour nous inviter à poursuivre le travail, n'est-ce pas, à gagner les pas effectués déjà
et à poursuivre et à maintenir le cap. Voyez-vous, lorsqu'on perd le temps à bavarder, on ne travaille plus. Mais le temps presse aujourd'hui par rapport aux défis. Et il a dit, nous avons 2 gros défis aujourd'hui en face de nous. Le défi sécuritaire et le défi de la pandémie de la Covid-19. Et c'est toutes choses, n'est-ce pas, qui constituent des ennemis actuels pour notre développement. Parce que ces 2 choses-là, n'est-ce pas, peuvent aller prendre garde et plomber, n'est-ce pas, l'élan du développement. Exactement, Agapit Napoléon Maforican, 2 aspects du discours du chef de l'État, défi sécuritaire, défi sanitaire. Mais lorsque le président de la République parle des défis sécuritaires, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin en parlant des forces armées béninoises? Il n'est pas allé trop loin en parlant des défis sécuritaires là? Non, je ne suis pas très spécialiste de la question, donc je ne peux pas savoir jusqu'à où je peux peut-être aller un peu trop loin. Il y avait un peu trop d'assurance dans ce qu'il disait. Oui, je voudrais revenir un peu sur l'état d'âme. Vous avez parlé donc qu'on ne saurait parler d'un discours sur l'état de la nation en 2021 sans parler de la présidentielle. Oui. Je dis, mais la présidentielle devient fait banal. C'est-à-dire que ce que nous appréhendions comme quelque chose de grave, qu'on appelle comme un moment de peur, de panique. Si le chef d'État n'en a pas parlé, ça veut dire que ça rentre dans nos habitudes. À force d'abnégation, à force de volonté, à force de clairvoyance, disons, oui, à force d'abnégation. C'est-à-dire qu'on a fini par vaincre nos démons. Le président l'a dit une fois déjà, dans une de ses interviews, dans une de ses sorties. Donc, les réformes en 2019, il a évoqué lors de son discours de 2019. Le dialogue politique, il a évoqué en 2019. Les efforts qui doivent se poursuivre, il a évoqué en 2020 par rapport aux conséquences des réformes politiques. Donc, le positionnement du Bénin au niveau international, au niveau des indices, il a évoqué à un moment donné. Mais on ne peut pas passer de temps à magnifier démocratie et élection si le socle politique et si le socle économique ne tient pas. Si cette année 2021 a été marquée naturellement par la poursuite de la Covid-19, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Et donc, depuis quelques semaines, il se fait que ce que nous gérions depuis des années est devenu un peu plus visible. Ce que géraient les militaires avec tact et avec beaucoup de discrétion, mais avec beaucoup de résultats, avec des résultats, ce qu'ils géraient, ce qu'il gérait tranquillement est revenu à la surface. Donc ce discours, après ça va magnifier le nouvel état d'esprit qui nous permet d'avancer et de gagner, de vaincre nos démons et de gagner les batailles d'aujourd'hui, et que même si tout n'est pas encore rose, mais l'espoir est permis pour demain, mais il est évident que le chef d'État a salué nos soldats, parce qu'il y a un front qui est ouvert dans le cadre donc de ces incursions de bandes armées non identifiées. Et donc, ce secteur, je pense que le discours en parlerait bien. Donc, mais ce volet, quand je parle des réformes et de l'équipement militaire, c'est de dire, c'est de rassurer le peuple qu'il est prêt, qu'en tant que chef de l'État, chef suprême des armées, il prend la mesure de la situation. Donc, l'état de la nation en 2021, ce n'est pas les élections gagnées par lui, c'est beaucoup plus la défense de l'intégrité du territoire national, le salut de nos soldats, de nos soldats qui sont engagés sur les fronts, la bataille contre Covid-19. Et donc vous comprenez que, oui, le chef d'État, est-ce qu'il allait trop loin en parlant des affaires militaires? À mon humble avis, pas vraiment. Mais je sais qu'il y a quelqu'un en face d'Israël qui connaît un peu plus ce secteur et qui peut peut-être mieux en parler. Tissé Lamoussou, sur la même question, est-ce que le chef de l'État n'est pas allé trop loin en parlant des défis sécuritaires, en parlant de l'armée et autres? Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Je ne crois pas. Sous d'autres cieux, le chef de l'État, chef suprême des armées, aurait pu effectuer, n'est-ce pas, une descente sur le théâtre et aller galvaniser la troupe. Il n'est pas militaire. Et saluer les hommes. Il est le chef suprême de l'armée. D'accord. Voyez-vous, il n'a pas fait. Il a choisi la représentation nationale pour venir parler et venir s'incliner devant la mémoire de nos soldats tombés les armes à la main. Est-ce que le chef de l'État n'est pas allé trop loin en parlant de ce sujet, en évoquant
n'est-ce pas, notre capacité, n'est-ce pas, de réplique, de frappe. Non, il n'est pas allé trop loin. Parce qu'on ne va pas sur un ring, on ne va pas sur le théâtre d'un combat pour dire à l'adversaire « je suis faible ». Et la menace ne date pas d'aujourd'hui dans la sous-région. C'est une menace qui date déjà de plus d'une dizaine d'années derrière. Et l'État étant une continuité, n'est-ce pas, nos forces et les services spéciaux font partie intégrante, n'est-ce pas, des structures et des organisations sous-régionales, n'est-ce pas, qui visent à fédérer, n'est-ce pas, à mutualiser les stratégies, à mutualiser les renseignements et à mutualiser les opérations de cohésion. Voyez-vous? Donc l'armée béninoise, et il n'est pas un secret de le dire, sur les théâtres africains et même de par le monde, ont une présence technique valorisante pour notre armée, ont un professionnalisme avéré. Voyez-vous? Par conséquent, il est de besoin de dire aux Béninois que oui, moi, en tant que chef suprême des armées, je vous garantis que j'ai une armée bien formée, une armée disciplinée, une armée professionnellement aguerrie. Et à cette armée-là, je prends l'engagement de donner, n'est-ce pas, les moyens technologiques, les moyens militaires, la logistique appropriée pour faire front, n'est-ce pas, face à cette menace-là, qui n'est pas une particularité pour le Bénin. Figurez-vous, n'eût été, n'est-ce pas, la publication de certaines informations sur les réseaux sociaux, nos troupes, n'est-ce pas, avançaient déjà depuis plusieurs années. Nos troupes étaient présentes, n'est-ce pas, sur toutes nos frontières depuis plusieurs années. Et la surveillance du territoire était assurée. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'ennemi, s'étant trouvé débusqué, a été obligé d'ouvrir des feux contre les positions béninoises. Est-ce qu'on devait prendre ça comme un défi ou carrément comme une alerte, une mise en garde, ou chacun se prépare? Alors, que les adversaires prennent ça, que les ennemis prennent ça comme ils veulent, nous sommes bien chez nous et nous allons défendre nos territoires et nous comptons sur nos forces. Je voudrais dire que les choses ont mis l'accent sur l'anticipation. Oui. L'anticipation qui a permis quand même d'empêcher que ces bandes armées non identifiées puissent faire incursion. Parce que comme l'a dit Dixel, ce n'est pas un phénomène d'hier. Ça date, c'est les réseaux sociaux, vous savez aujourd'hui, information démocratisée, l'information produite par tout le monde et diffusée par tout le monde fait que les comportements ont beaucoup évolué. Et donc, pour certains dossiers sensibles, les gouvernants ont du mal parfois à s'adapter, même au nord, même dans les pays du nord. Le chef de l'État l'a d'ailleurs dit, il y a eu déjà les années antérieures ou les mois antérieurs, plusieurs arrestations. Voyez-vous? Oui, donc le Bénin n'est pas resté les bras croisés. Pas du tout alors. Donc du coup, il faut, et c'est important qu'il ait pris devant la représentation nationale. Parce que beaucoup pensent que c'est seulement 2 morts ici, 1 mort là, que l'armée béninoise intervient. Non, l'armée est intervenue avec beaucoup de brio depuis des années, parce que mieux équipée qu'avant sans doute, mieux gouvernée qu'avant sans doute, mieux gérée qu'avant sans doute, et l'information, les renseignements beaucoup mieux gérés d'hier à aujourd'hui ont permis de maîtriser la situation. Moi, je me rappelle lorsqu'il y a eu un décès, un incident au Pandjari. Regardez, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Même dans les chancelleries internationales, on a classé le Bénin à ci, Bénin à ça. Et pourtant, la situation était dommage. Il y a eu perte en vie humaine. Mais les touristes n'ont pas cessé de continuer à aller au Pandjari, parce que le Pandjari est sécurisé. Donc, c'est vrai, le vrai renseignement, c'est les populations. Nous l'avons déjà dit dans on avait aussi un appel sur ce plateau spécial. On l'a dit, quel que soit l'état de formation de nos militaires, quel que soit leur niveau d'équipement, on ne peut pas. J'ai suivi ce matin un plateau, je ne sais pas si c'est sur cette ici ou si c'est sur l'OATB, où je pense que c'est Franck Kenevok qui disait ce matin que voilà, il y a des pays où les renseignements civils
permettent de démasquer ces bandes. Parce que celui qui en abrite, qui avait l'habitude d'acheter du pain pour, je ne sais pas, 5 Baguettes. il En commence achète par acheter 40. 10, 15, on dit, on le suit et on lui a permis qu'on voit qu'il abrite des personnes. Donc, les renseignements civils sont importants et le fait que le chef d'État ait salué nos soldats, je pense que c'est important. Ce qu'ils attendent sur le terrain, un voyage sur le terrain, ça va requinquer le moral de la troupe. Mais la troupe est forgée pour être au front et son moral requinqué à tout instant dès lors qu'il a les moyens, dès lors qu'il est bien encadré. Donc je trouve que défi sécuritaire, c'était important de le marquer et ça fait partie. Donc entre une élection présidentielle qu'il a gagnée de brio, avec brio, et une situation complexe sur le terrain, mais qu'il gère avec beaucoup de maestria, je pense que le chef d'État a choisi le défi sécuritaire et à côté le défi sanitaire. Lorsqu'on parle du nouvel état d'esprit, cela participe à cela. Et il n'est pas superflu. Ce n'est pas superflu de rappeler, n'est-ce pas, aux compatriotes, que en parlant du terrorisme, nous sommes en face d'une guerre asymétrique. Donc, c'est des gens qui infiltrent les populations, qui s'impliquent dans nos vies, qui sont avec nous parfois. Donc, la coopération, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles est indispensable. C'est pour cela qu'il ne faut garder aucune information anodine à travers soi. Il faut en informer automatiquement et diligemment les responsables sécuritaires. Parce qu'il leur appartient à eux d'analyser et d'apprécier les informations que vous leur apportez. Si dans votre quartier, dans votre village, vous percevez 2 jeunes, par exemple, qui viennent louer, qui n'étaient pas là, mais qui ont des pratiques qui vous paraissent, n'est-ce pas, étranges, cela ne vous coûte rien, n'est-ce pas, par patriotisme, d'informer les responsables. Et il appartient à ces responsables-là, n'est-ce pas, d'analyser les informations que vous leur apportez pour les utiliser utilement, oui. si vous permettez. Oui, Agapé n'a plus. J'ai envie de revenir sur... Je l'ai passé rapidement, mais je voudrais un peu revenir là-dessus, parce qu'on l'avait évoqué. Vous savez, je l'ai dit, on a toujours marqué lorsque un soldat est tombé, quand la nation lui fait les hommages. On a vu d'ailleurs la vice-présidente de la République. Mais ici, vous savez, ce qui s'est passé au Parlement aujourd'hui est quand même autant solennel qu'un cercueil ou 2, 3, 4 cercueils qu'on aurait alignés. Des parents qui pleurent à une nation. Bon, ça ne change pas la situation. C'est vrai, c'est solennel, mais ça ne change pas la situation. Ce qui est important et qu'on a noté, c'est le ton grave et cet hommage rendu à ces soldats tombés devant la représentation nationale. Les hommages sont tombés au front, mais devant la représentation nationale. Je pense que cela vaut autant. Je ne sais pas si les parents réclament qu'on le mette les cercueils devant avec le drapeau, tout. Mais je pense quand même aujourd'hui, chacun a eu la chair de poule quand le chef d'État a évoqué cette partie. Et ceux dont les filles sont tombés sur le théâtre devraient sentir que la République pense à eux et que c'est vrai, ils ont choisi une profession, ils ont choisi un métier qui n'est pas sans risque, mais que l'État ne les laisse pas. C'est important. Et au même moment qu'on évoque ça, et le président l'a évoqué, je ne sais pas si vous... C'est le défi, toujours dans le défi sécuritaire, la question du patriotisme du civil. Vous savez, la notion du patriotisme n'est pas souvent évoquée, n'est pas souvent magnifiée, n'est pas souvent soulignée, et surtout la nouvelle génération. Moi, la mienne, j'ai fait l'école nouvelle, je le dis toujours, où j'ai appris le patriotisme. Et j'ai appris à le magnifier. Et à ma manière, j'ai le sens du patriotisme. Et j'essaye, à ma manière, plutôt de l'honorer. Je dis à ma manière, je peux ne pas être à la hauteur. Mais il se fait que la nouvelle génération, avec tout ce qu'on a eu de changement, même les nouveaux dirigeants, même des gens qui ont été, parce que quand tu as été
au sommet de l'État, quand tu as exercé, et après on te dit viens répondre à la loi et tu fuis, je ne sais pas si tu es patriote. Moi, ça me pose un gros problème. Donc, ici, ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je pense que au-delà du défi sécuritaire, des soldats tombés sur les fronts, je pense qu'il y a un regard à avoir que chacun doit interpeller sa pratique du patriotisme. Parce que c'est de là qu'il s'agit. Si ces soldats sont tombés, ils n'ont pas fui devant leur responsabilité. Ils n'ont pas fui devant les armes. Ils n'ont pas fui devant le risque. Je pense que chacun de là où il se trouve, et tout à l'heure on va aborder le défi sanitaire peut-être, on verra également comment d'autres, à d'autres niveaux, se sont sacrifiés pour rendre la santé à d'autres. Donc c'est important la notion du patriotisme que le chef d'État a pu évoquer aujourd'hui. Et que nous devons de relever à travers ce discours sur l'état de la nation. C'est l'État résilient. C'est les Béninois désormais dans un nouvel esprit. Mais ce nouvel esprit doit aller au-delà de tout, doit interpeller le patriotisme de chacun pour que de là où chacun se trouve, il puisse apporter sa pierre à l'édification. L'essentiel étant fait, c'est-à-dire quoi? Le plus difficile, l'impossible étant plus béninois, les réformes politiques, on ne peut pas les faire, jamais. Regrouper les partis politiques, c'est impossible. Aller aux élections sans opposition, ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi encore. On peut financer les partis politiques au Bénin, on ne peut pas. Tout ça, on l'a dit. On a financé les élections passées avec nos propres ressources. Ça, on ne peut pas l'imaginer. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on ne peut pas l'imaginer. Donc, tout ça montre qu'on a anticipé la Covid-19. Le Bénin est l'un des pays qui n'a pas fermé les frontières. Une capacité de résilience. Donc, cette capacité de résilience impose que chacun développe en soi son fort, ce qu'il a de fort, et qui le lie, ce qui le lie fortement à cet État, à ce Bénin. Et je pense que c'est ça que le chef d'État a partagé avec nous ce matin. Je l'évoque par rapport justement à nos soldats au front, parce que ça, c'est de quoi nous parlons. Nous parlerons tout à l'heure à nos médecins, à nos agents de santé qui se sont battus pour donner de la santé également à d'autres lors du pic de la pandémie, il y a entre le mois d'août et de septembre. Et Dissel Amoussou, pour clore ce pan du discours du chef de l'État défi sécuritaire, est-ce qu'il faut dire que c'est un discours d'un patriote ou de quelqu'un qui est satisfait, d'un chef, d'un capitaine, satisfait de la direction et de la marche prise par son avis? Non, c'est un commandant qui prend la mesure des défis qu'il a en face de lui. C'est pas de l'autosatisfaction. C'est pas de l'autosatisfaction, ce n'est pas de la laudation, mais c'est une posture, n'est-ce pas, de commandant en chef qui est conscient, n'est-ce pas, de la gravité des menaces qu'il a en face de lui et qui a guéri la troupe et qui promet, n'est-ce pas, d'accompagner la performance de la troupe pour la satisfaction du bien vivre et du mieux vivre, d'aller et venir de ses concitoyens. Vous dites que ce n'est pas de l'autosatisfaction. On va savoir ce que pensent d'autres citoyens, notamment ceux-là de l'opposition. Nous avons interviewé Eugène Azatassou, qui est un leader du parti Les Démocrates. On le suit et on revient. Sincèrement, je ne vois rien que je puisse retenir de ce discours sur l'état de la nation. Vous voyez, par exemple, il y a seulement quelques jours, il y a eu des procès dans ce pays et ces procès sont encore en cours, certainement parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont des détenus et qui sont pris dans le cadre des élections ou d'autres cadres et que nous appelons des détenus politiques. Bon, ça n'a pas retenu l'attention du président de la République comme une situation de la nation qui aurait pu préoccuper. Et puis, on est dans ce monde-là où chacun vit les affres de cette gouvernance, les clivages, les scissures qu'il y a, les césures qu'il y a au sein de la nation, ce qui a conduit à un certain nombre de problèmes. Tout ça est balayé du revers de la main. Donc, le problème, c'est que ça m'aurait intéressé que ce soit un discours de remise en cause au moins un tout petit peu. Tant que je ne perçois pas ces choses-là, eh bien, je ne peux pas être rassuré. Parce que si la situation est comme ça et que vous ne vous reprochez rien, et que tout est beau, tout est fixe, bon, donc c'est en avant-marche. J'ai trouvé un discours d'autosatisfaction,
comme d'habitude. C'est-à-dire que tout est bien dans le Bénin ici. Ça me rappelle un des points d'introduction du président de l'Assemblée nationale qui situe l'Assemblée nationale comme le centre, le cœur de la démocratie. Et si le cœur de la démocratie au Bénin est comme ça, c'est-à-dire qu'un cœur qui devrait refléter la diversité des opinions dans le pays est comme ça, où il n'y a qu'une seule opinion, et le président de l'Assemblée nationale est fier de proclamer à la face du monde que c'est le cœur de la démocratie. Vous voyez bien ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est un discours dont le décor est l'autosatisfaction, dont le contenu est de l'autosatisfaction. Bon, effectivement, il a fallu quand même reconnaître des problèmes, notamment la cherté de la vie. Seulement, on a un bouc émissaire tout trouvé, c'est la pandémie. Eugène Azatassou qui donnait son avis, ses appréciations sur le discours sur l'état de la nation. Agapit Napoléon Mafori, quand on entend dans son discours clivage sur problème, le président de la République aurait écarté ces éléments. Et pour le président de la République, c'est le Bénin, tout va bien. Oh non, je ne pense pas que... Bon, j'aime bien sûr les jeunes Azatassou. Il est dans la démesure souvent, et assumant nettement sa posture politique. Je pense que il ne lui a pas échappé. Que on a suivi quand même pendant 10 bonnes années un président qui dressait le bilan pendant près d'une heure donc de l'état de la nation et qui ne faisait rien d'autre que de l'autosatisfaction. Alors bon, ça lui a peut-être échappé, moi non, nous faisions de la communication et lui il était beaucoup plus conseiller politique. Donc je pense que c'est important de le lui rappeler et de dire ici au moins que notre chef d'État, ici, on a évolué, les temps ont changé, les temps ont évolué. Peut-être en ces temps-là, c'était nécessaire, mais il faut qu'il écoute beaucoup plus les choses de l'État. Il faut peut-être qu'il prenne son temps et à mieux suivre, à relire le discours. Et il saura que le chef d'État parle de cet état d'âme, c'est qui nous permet de faire valoir dorénavant qu'impossible n'est pas béninois. Et qu'à force de volonté, de rigueur dans l'action publique, nos plus grandes ambitions pour notre pays peuvent être réalisées. Ça, c'est pas de l'autosatisfaction. Ça, c'est pas de l'autosatisfaction. Et lorsqu'on parle de l'état d'âme toujours, en disant que c'est lui qui nous permet de faire valoir dorénavant qu'impossible n'est pas béninois et qu'à force de volonté et de rigueur dans l'action publique, nos plus grandes ambitions pour notre pays peuvent être réalisées. Comme je l'ai dit, je n'aime pas. Il faut, ça veut dire quoi? Que nous sommes sur le bon chemin, mais nous devons encore poursuivre. Il a parlé de la Covid-19. Il a parlé de nos soldats sur le front, on en a parlé. Il a parlé du PAG2. Il a parlé donc d'un certain nombre de situations. Maintenant, si le doyen Azatassou voudrait qu'on parle sans doute de ce qui l'intéresse lui, bon, lui n'est pas encore le président de la République. Comme je dis, avant l'autre faisait 1 heure. Ici, on est en 10 minutes. Donc, on ne peut pas tout faire. C'est, comme je l'ai dit, autre temps, autre mœurs. Peut-être qu'avant, je me rappelle, les discours sur l'état de la nation de Kérékou, c'était 1h, 1h10, 1h20, parfois 1h30. C'était long. Donc, les choses ont évolué. Le temps a évolué aussi. Et il faudrait peut-être que ceux qui sont de l'ancienne, de l'ancien temps, se réadaptent à ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsqu'on écoute ce discours et qu'on le relit, je pense que le président de la République a fait l'effort de balayer un certain nombre de situations. Il a parlé des réformes, il a parlé de la poursuite, il a parlé des perspectives. Donc, lorsqu'on met le tout l'un dans l'autre, on ne voit nulle part l'autosatisfaction. L'autosatisfaction voudrait dire, vraiment, on a tout réussi. Il ne nous reste qu'à maintenir le cap et à ne plus descendre. Vraiment, Béninois, je vous félicite, allez dormir sur vos lauriers. Je ne pense pas que le président ait dit ça. Je ne pense pas, et comme l'a dit Distel, il a compté. Tu as dit tout à l'heure au début que tu as compté tellement de nous. J'ai compté alors 58 nous, nos, contre 7 jeux. Très bien. Donc, c'est un bilan que le président décerne aux Béninois. Ouais. C'est un état d'esprit qui décerne aux Béninois. Et quand il dit qu'impossible n'est pas béninois, je pense qu'il a tout donné. Ses propres réussites, il les a attribuées aux Béninois parce qu'il a fallu que le commandant en chef soit de qualité, soit engagé, soit déterminé
pour que nous puissions atteindre les résultats, même les plus difficiles, comme on l'a vu dans les discours précédents. Voilà. Distel Amoussou, nous allons aborder les défis sanitaires. Le chef de l'État dénonce les thèses complotistes et met l'accent sur la vaccination. Cela participe du nouvel état d'esprit. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire aussi que j'affectionne bien le doyen Azatassou, que je l'aime sérieusement bien parce que il fait de la démocratie et fait du déni de la démocratie. C'est ça ce qui est curieux. Enfin, parce il jouit de la démocratie. Il jouit de la démocratie, de la liberté d'expression, de dire, avec tout l'humour que j'affectionne chez lui, avec une banque de données lexicales assez pointue, tout ce qu'il veut exprimer, il le fait. C'est l'expérience. Sur une chaîne de télévision, il est partout. Il est partout. Et disponible. Et au même moment, il trouve qu'il n'est pas en démocratie. Alors, cela me paraît curieux, quoi. Comme M. Jourdain de Molière. Non, il faut dire que, sérieusement... les défis sanitaires, le chef de l'État dénonce les thèses complotistes. C'est un défi très important pour nous. Et votre confrère Xavier Noumon, sur le plateau précédent, a fait une belle démonstration. Il va falloir que les experts, n'est-ce pas, de la chose économique multiplient leur passage désormais à partir des prochaines heures sur les plateaux de télévision pour disséminer dans la tête des Béninois, pour expliquer aux Béninois, n'est-ce pas, l'impact de cette pandémie sur l'économie ou sur les activités économiques de notre pays. Parce que le doyen Azatassou prenait tout à l'heure, dans l'élément témoin, la déclaration du président de la République comme étant un bouc émissaire tout trouvé. C'est-à-dire qu'on met l'échec de la gouvernance sur la tête de la pandémie de la Covid. Oui, je le lui concède, mais cela peut participer d'une méconnaissance, n'est-ce pas, de la chose économique, dont la nécessité pour, n'est-ce pas, la direction des services la direction de la communication de la présidence, ou les experts, ou vous, journalistes, ouvrez vos plateaux aux techniciens pour qu'ils viennent expliquer, n'est-ce pas, aux Béninois, comment est-ce que la pandémie, n'est-ce pas, a pu freiner, a pu impacter négativement, n'est-ce pas, la vie économique de notre pays. Le gouvernement en est tellement conscient qu'il a commencé par accompagner, n'est-ce pas, des artisans, des acteurs d'un certain nombre de secteurs. Non pas pour faire de la père-noëlisation, n'est-ce pas, du social, mais pour dire que des secteurs ont été plus gravement impactés négativement que d'autres. Donc ces concitoyens qui sont dans ces situations, il faut les accompagner. Je crois que les experts de questions économiques et financières doivent pouvoir, n'est-ce pas, sortir de l'ombre et expliquer au doyen Azatassou et à nombre de Béninois, n'est-ce pas, ce que représente l'impact négatif de la Covid sur notre économie. En tout cas, quand même, après le discours du chef de l'État, on peut lire sur la toile, les Béninois n'ont pas fini de serrer les ceintures et on nous dit que la cherté des prix des denrées alimentaires, c'est à cause de la Covid-19. Oui, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un tas d'ordures où n'importe qui vient jeter ce qu'il a envie de jeter. Donc, normalement, on ne peut pas s'offusquer de ces choses-là. Vous avez parlé de la démocratisation, de l'information, tout le monde en crée, tout le monde en produit. Et donc, ne soyez surtout pas versés que n'importe quoi soit jeté là-dessus. Et c'est là que le rôle des médias prend une nouvelle dimension. Nous qui enseignons ça, on ne le dira jamais assez, les médias doivent quitter la posture de l'idéologie du singe, jusqu'à l'entendre, donc on est juste là pour ne rien penser, ne rien, uniquement répéter ce que, enfin, donner tant de micros, relayer. Non, je pense que aujourd'hui dans le tout médiatique, hein, dans la kyrielle
dans l'hypertrophie informationnelle et de canaux d'information, les médias doivent prendre le relais. Et c'est ce que nous faisons ce soir. En réalité, sur cette antenne-ci, il appartient, et ça, vous ne verrez pas sur les réseaux sociaux. Vous verrez des gens pour injurier, pour trouver des clés B, des piliers. Je dirais hypertrophie métastasée, parce que c'est pas béni, quoi. Vous trouverez des gens pour voilà, parler de clés B, pour déverser toute la hauteur de leur maléducation. Ils vont le faire parce que c'est ça qu'ils ont appris à faire. Les médias doivent se monter au-dessus et un peu prendre le dessus. Piquer et jouer une de leurs fonctions essentielles. Aujourd'hui, informer va avec désinformer, parce qu'on les réseaux sociaux, les canaux numériques sont à la portée de tout le monde. Mais éduquer est l'autre fonction des médias, éduquer, distraire et éduquer, former, devient alors l'une des fonctions majeures que les médias doivent prendre. Alors donc, comme dit-elle, Covid-19 n'est pas un bouc émissaire. Donc, lorsqu'on est homme politique à ce niveau, on dit que le chef de corps, le gouvernement voit comme bouc émissaire. Mais, comme moi je l'ai dit, la sardine, que moi j'ai acheté à 40 francs quand j'avais 10 ans, ou 8 ans, ou 12 ans, elle est aujourd'hui à 450 francs, c'est ça. Quand même, ça a quand même pu monter les prix à un moment donné. Donc, la flambée des prix, il faut regarder l'indice harmonisé déjà au niveau de l'UEMOA. Et regardez déjà où est-ce que nous en sommes. Avant de dire qu'on cherche un bouc émissaire, le Bénin est encore un pays résilient. Les données l'ont dit. Au niveau de l'UEMOA, nous avons fait un énorme effort. On fait partie des pays qui ont le mieux géré et le mieux maîtrisé les contre-coups de la Covid-19. On l'a d'autant plus dit que pendant que tout le monde fermait les frontières, pendant qu'on voulait que les marchés soient bloqués, fermés, le Bénin ne l'a pas fait. Et ça, le chef d'État l'a expliqué. Je pense quand même que tout le monde voit, à moins qu'on veuille jouer à l'aveugle. Donc, c'est dire que, oui, le chef d'État l'a évoqué en mettant l'accent sur le futur. Je pense que ce que nous disons, ça c'était commenté, mais ici on est dans le futur, là je reviens au discours du chef d'État, il a mis l'accent sur la vaccination. Aujourd'hui, le gouvernement fait l'effort. Nous avons aujourd'hui toutes les gammes de vaccins. Nous avons Sinovac, nous avons AstraZeneca, nous avons Pfizer, on vient d'avoir Moderna. Je pense que on a Johnson Johnson. Ça dit quoi? Chaque Béninois, comme un Français, comme un Américain, comme je ne sais pas qui, a le choix des vaccins. Et ceux qui avaient peur il y a 6 mois, voient que ceux qui ont pris les vaccins il y a 6 mois sont encore morts. Et ceux qui sont morts lors de la deuxième vague, c'est beaucoup plus ceux qui n'avaient pas du tout fait le vaccin. Je pense que ces données devraient pouvoir édifier plus d'un pour que la thèse de vaccin, de trucs, de la thèse complotiste, voilà, c'est les blancs, c'est là-bas, c'est un truc comme monté de toutes pièces. Je pense que il faut que les Béninois reviennent sur terre. Aujourd'hui, vous regardez, l'Europe reprend, malgré une nouvelle vague. Mais l'Europe n'a pas fermé tout parce que aujourd'hui, la vaccination atténue l'effet néfaste, l'effet de surprise de Covid-19, comme on a pu le constater en novembre 2019 et courant 2020. Je pense que ce discours du chef d'État tient à sensibiliser le président de la République en prenant la gravité et en démontrant une nouvelle fois la gravité de cette maladie. Je pense explique, et devant la représentation nationale, que la vaccination, sans être peut-être la clé absolue, est l'une des clés importantes de la résolution de cette pandémie. Cette pandémie avec laquelle nous devons apprendre à vivre, mais en continuant les gestes barrières, l'État a pris un certain nombre de mesures d'anticipation. L'État continue de veiller au gré pour permettre aux citoyens de continuer à vivre, peut-être plus comme de manière inconsciente comme avant, mais à vivre quand même assez décemment en tenant compte de l'existence. Tous les investissements qui sont faits ici et là pour doter les centres de santé. Et c'est là également, il faut saluer, je pense que ça a été fait, le personnel sanitaire, le personnel qui s'est déployé lorsque nous avons atteint le pic, lorsque tout le monde était désemparé.
juillet, août, septembre, où on a dû libérer les bonbons de gaz des centres de santé, on doit les convoyer là où, au centre de prise en charge. Je pense que ceux qui ont pu vivre la situation vous diront combien le personnel de la santé et les paramédicaux se sont déployés. Et ça, c'est important de le noter lorsqu'on parle du discours sur l'état de la nation, et le chef de l'État l'a noté. Oui, la vaccination, l'une des solutions objectives, mais et le chef de l'État le dit, le Bénin doit jouer sa partition. Il l'a répété. Jouer sa partition comment? Est-ce qu'en en imposant la vaccination? Non. Le Bénin doit jouer sa partition. Tous les cadres, tous les élites et tous les leaders d'opinion doivent jouer leur partition. Comment? Car il y a une menace qui pointe à l'horizon. C'est la menace de stigmatisation possible des foyers qui couvrent, n'est-ce pas, la pandémie. Donc si votre pays se situe dans une zone géographique qui ne fait pas la preuve de ce qu'elle n'est pas un nid pour la pandémie, écoutez, vous serez isolé de façon stratégique. Mais Et ça, il faut qu'on le comprenne. Dicela Moussou, ce discours, on l'a depuis mars 2020, mais ça, rien ne bouge pour le moment. La vaccination et les vaccins sont venus il n'y a pas longtemps, mais rien. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller avec force? Non. Écoutez, nous sommes sur le terrain, n'est-ce pas, de la santé, et il reste que le patient est libre et reste libre légalement d'accepter de se faire soigner ou pas. Et là, on ne peut pas l'y obliger. Ce qu'on peut faire, par contre, et c'est l'aspect incitatif du discours du président de la République, c'est la sensibilisation et c'est le rôle des élites, des leaders d'opinion, des journalistes que vous êtes, pour montrer à chacun que sa santé, en tout cas, lorsqu'il va parvenir, en respectant les gestes barrières, en se vaccinant, à éviter la maladie, il fait du bien à la communauté et à toute la communauté. Mais lorsque certains vont se vacciner et n'accompagnent pas d'autres psychologiquement, ne leur parlent pas, ne les soutiennent pas pour aller se vacciner et les laissent vivre, n'est-ce pas, et traîner le virus. Ces personnes-là représentent des dangers pour toute la communauté. À partir de ce moment, chacun doit jouer sa partition autour de lui, dans sa famille déjà. Les cadres les plus éclairés de toutes les façons doivent pouvoir parler et accompagner les moins lotis. Des Agapit Napoléon Maforicain, on parle, on sensibilise, mais ça bouge à petits pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener la vaccination vers les citoyens, disons? C'est déjà fait. Mettre par exemple dans les mosquées des personnels pour, dans les églises, dans les marchés, dans des bars, dans des nightclubs. Je pense que j'ai écouté l'un des chroniqueurs, pour ne pas nommer Moïse Soudé, qui disait qu'on devrait, il fait une jonction justement aux autorités religieuses, non seulement de se vacciner, mais de vacciner leurs fidèles. Et ça m'a fait rire, mais en fait, il a raison. Il a raison, d'autant que, vous savez, notre pays, on dit que nous sommes dans un pays de croyants. Moi, j'ai trouvé très peu impliqués les confessions religieuses. Je les ai trouvés très peu impliqués dans la bataille pour la lutte contre la Covid, notamment la vaccination. Et je trouve que c'est pas clean, c'est pas fair. Je préfère utiliser cette expression. Ils ont d'autres formes de vaccins. D'autant que, lorsque on était à un niveau où on a fermé les églises, les mosquées, les lieux de culte, ils ont fait le plaidoyer en disant que oui, voilà, c'est pas Dieu, c'est pas en fermant ces endroits que ces choses que la pandémie va partir. Mais il me semble que même si on veut laisser à la conscience individuelle d'accepter d'aller ou non au vaccin, moi je pense qu'il est important quand même, si l'église, la mosquée,
la synagogue, je ne sais pas si on en a au Bénin, les temples et autres lieux, Des couvents. des couvents, si on vous oblige au pass sanitaire, je suis convaincu que nous allons avancer. Regardez, moi je dois aller, j'ai pris mon rendez-vous pour mon passeport. Je suis descendu de véhicule. Je montre mon ticket de rendez-vous. On dit votre carnet de vaccination. Ça m'a surpris. Je me suis dit, mais comment je n'ai pas pu penser à ça? Je fais demi-tour, je suis revenu au bureau, prendre le carnet de vaccination. Aussi simple que ça. Donc, on peut dire que ça prospère dans l'administration, mais il faut que ça prospère dans les lieux, les autres lieux, notamment les lieux de culte. Donc, c'est vrai, moi je suis d'accord qu'on fasse une jonction et qu'on aille plus loin. On peut dire que le gouvernement a fait l'effort, après les campagnes de sensibilisation, d'amener vers les populations la campagne. Parce qu'il y a eu des campagnes accélérées, voilà, et qui ont pu booster tant soit peu le taux. Mais je pense qu'on doit aller encore plus loin. Et durant le président l'a dit d'une manière quand même assez sibylline, mais c'est quand même dit que seule la vaccination nous permettra de retrouver progressivement. Donc il faudrait qu'on aille encore plus loin, d'autant que ça annonce les variantes et on ne sait pas jusqu'à quand. C'est vrai, on a l'impression d'être un peu épargné, mais ça peut nous endormir, comme ce fut le cas il y a quelques mois. Donc il est important que, maintenant qu'on a des vaccins et qu'on a toutes les gammes, je pense que l'individu, à moins de vouloir vivre totalement en isolation, totalement en autarcie, hein, je pense que l'individu doit pouvoir retrouver dans les vaccins ce qui peut lui permettre donc d'aller. On a dit oui, si le droit individuel, si votre liberté individuelle doit contribuer à mettre en danger la société, en péril, mais l'État prend sa responsabilité. C'est ça le vivre ensemble. Donc moi je pense que, je suis d'accord avec vous, que 2022 doit permettre d'aller plus loin dans l'exigence de pass sanitaire au lieu de culte, au lieu de cérémonie, aux enterrements, à ces endroits où ça fait de la ripaille, aux manifestations culturelles. Dommage qu'on ait, pour cette fin d'année, repris à l'annulation. Enfin, on a ouvert, on a réannulé, c'est dommage. Mais si les gens étaient nombreux vaccinés, si le pass, s'il y avait un dispositif de ceinture, donc de filtrage, avec le pass vaccinal exhibé, je suis convaincu qu'on n'annulait pas les spectacles. Et en Europe, aujourd'hui, malgré les risques, les matchs de football se tiennent, plus ou moins avec des spectateurs. On doit permettre au pass vaccinal, exiger le pass vaccinal, et renforcer également les tests pour que celui qui a envie d'aller au spectacle, on doit quitter le niveau des interdictions et ouvrir les perspectives pour des gens qui veulent vraiment se donner les moyens de vivre, malgré, Covid l'a dit, payer les tests 48 heures à l'avance ou 24 heures à l'avance, montrer le pass vaccinal et aller maintenant. Ça va booster les gens. Je pense que quand certains seront totalement confinés chez eux, parce qu'ils ne peuvent plus vivre normalement, et que d'autres, parce qu'ils croient quand même à cette technique moderne, à cette évolution de la médecine, à ces personnels, à ces génies qui travaillent du jour comme de nuit pour nous permettre de vivre décemment, je pense que chacun cela fait son choix. Et pour ajouter juste qu'il faudra peut-être aussi expliquer aux Béninois que en période d'harmattan, par exemple, on note une recrudescence des pathologies pulmonaires. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je dois pouvoir dire que lorsque le mois de décembre ou la période de l'harmattan fragilise déjà nos poumons, il ne faut pas laisser, n'est-ce pas, la chance à ce virus, à ce vilain virus, n'est-ce pas, de se retrouver dans nos poumons. Sinon, c'est la catastrophe. Ça aussi, il faudra peut-être que les spécialistes l'expliquent aux Béninois qu'ils ont pour obligation de survie, n'est-ce pas, de prendre des mesures. Le chef de l'État a parlé du pillage 2. Qu'est-ce que vous y voyez? La terre promise? Écoutez,
écoutez, je ne le dirai pas comme vous, mais je dirais que les perspectives sont bonnes. Elles sont très, très bonnes lorsqu'on regarde. On regarde tout le profit, tout ce qu'on a pu mettre au grenier pendant le PAG 1. Voyez-vous? Et lorsqu'on observe ce qui se fait, ce qui est en cours, rajouté au projet immédiat, je crois que même si globalement, n'est-ce pas, le développement n'est pas encore là, présent devant nous, je crois que nous amorçons, n'est-ce pas, l'élan d'un envol, d'un véritable développement. Et c'est à cela que le chef de l'État nous appelle tous à la contribution individuelle et collective. Parce que le succès sera partagé, le succès sera pour tout le monde. Parce que le minimum social commun auquel nous aspirons est revu par Patrice Talon en grandeur nature. Parce que lui met le développement durable à l'avant. Être heureux aujourd'hui et retomber demain dans la paupérisation n'est pas, n'est-ce pas, une vie à souhaiter. C'est pour cela que le président Patrice Talon et son gouvernement travaillent à instaurer les piliers, n'est-ce pas, inamovibles, les socles, n'est-ce pas, d'un développement harmonieux et durable. Donc c'est un processus. Et il a dit, à travers ces 7 utilisations de jeu dans son discours et ces 58 utilisations du nous, du nos et de notre, que le travail se fera ensemble pour que les fruits soient partagés ensemble demain. Et ce partage-là, c'est à travers la facilité de mobilité, donc la réalisation de routes. C'est à travers la facilité de convoyage des produits de production, donc le développement des axes routiers. C'est à travers les soins de santé de qualité. C'est à travers la globalisation de la fourniture de l'eau potable à tout le monde, à toutes les communes du pays. C'est à travers la totale couverture, n'est-ce pas, en énergie électrique. En énergie électrique. C'est à travers la généralisation de la cantine scolaire. C'est à travers le développement du produit H. C'est à travers la revalorisation, n'est-ce pas, de la masse salariale. C'est à travers, n'est-ce pas, tout ce qui se fera pour que dans l'assiette de chaque Béninois, il puisse avoir mieux à manger. Agapit Napoléon Mafoulikan, sommes-nous dans le Yes Weekend à la Béninoise? Oui, je peux le dire, mais en revenant un peu sur Covid, on a, là encore, il revient à Diltel, il a évoqué les économistes qui devraient normalement intervenir. Vous savez, le drame un peu de notre pays, il est bizarre, hein? Et beaucoup de personnes préfèrent opiner sur les réseaux sociaux, très peu préfèrent qu'on confonde les idées contre les idées. Et c'est pour ça que j'ai déploré un peu le rapport de la Commission des droits de l'homme qui parlait des médias qui ne sont pas accessibles ou qui font les monologues. Il dit, mais il va falloir peut-être qu'on organise, par exemple, un voyage d'études, enfin, une visite des rédactions, ou bien que la Commission visite nos rédactions. Hein, on peut mettre les moyens de déplacement à leur disposition, même si on n'en a pas beaucoup. Mais s'ils n'ont pas de moyens pour aller dans les rédactions, c'est bon qu'on en mette à leur disposition pour qu'ils vivent ce que vivent les rédactions, pour avoir des personnes ressources, pour débattre des questions, pour discuter. Par exemple, sinon ailleurs, après ces discours du chef d'État, les plateaux devaient être remplis. Même personne ne veut intervenir. Et c'est là que nous saluons notre dernier Zetassou qui, quand même peu au prou, arrive quand même à sortir, à parler et accepter donc d'aller au front. Donc, c'est déjà ça. D'autant que, voyez, la question de Covid et de la cherté de la vie, c'est important de revenir. Les choses n'ont pas de victimes collatérales. Mais écoutez, on n'a pas imposé, les impôts n'ont pas été augmentés. Les taxes, il n'y a pas de nouvelles taxes. Regardez un peu les lois de finances. Et là où on allège par-ci, on augmente par-là. Mais non, c'est pas ça qui induit les augmentations de prix.
Au niveau agricole, on a eu l'autosuffisance. L'État a magnifié notre agriculture. L'élément qui est passé tout à l'heure l'a montré. Donc, du point de vue performance économique, agricole, du point de vue politique et fiscale, on n'est pas dans une situation qui a induit les coûts que nous avons. Mais lorsque les frontières sont fermées, à cause de Covid-19, par exemple, alors que nous dépendons, nous interdépendons au niveau de la sous-région, on est quand même dans l'espace UEMOA, tout au moins, on est dans la CEDEAO. Nous avons des produits qui circulent à travers les frontières. Rien que ça suffit pour montrer qu'on est une victime collatérale dans cette affaire et que les États africains devraient se mobiliser. C'est pour ça que la CEDEAO, l'Union africaine, bon, dans le cadre de l'opération COVAX, mais essaye de travailler ensemble pour qu'on puisse dépasser ces caps de blocage, notamment la vaccination. Donc, moi, je ne peux qu'expliquer ça de ma manière. Mais un bon économiste qui connaît ces secteurs... Un maître de la matière, un érudit, voilà, pourra nous expliquer. Il aurait dit beaucoup plus. C'est pour ça que François Xavier Noumon, il fait beaucoup d'efforts. Mais un bon débat... Et mettre notre grand frère Zetassou, peut-être que ça nous permettra de savoir que ce n'est pas un bouc émissaire qu'on a cherché, mais que c'est une réalité qui fait que même les billets d'avion, lorsque vous aujourd'hui, parce qu'à cause bon, c'est vrai que la situation devient normale, mais à un moment donné... Et même au-delà du douanier à Zetassou, les bonnes femmes de Dantokwa ont besoin de ces genres d'explications, format langue nationale, pour s'intégrer les réalités économiques dans la sous-région. Donc, voilà un peu la question de Covid. On est victime collatérale, c'est une évidence. Et les pays africains doivent faire front contre cela. Et pour le faire, il faut dire que leur intelligentsia, eux-mêmes s'en convaincre, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce qu'on préfère, comme on est contre ci, comme on est jaloux de l'autre, comme on n'est pas au pouvoir, comme ça, on préfère se taire, se cacher, attendre que son heure sonne. Et donc, on est dans son propre schéma, son agenda. Donc ça, c'est d'abord ça. Avant, quand on parle des perspectives, oui, les perspectives avec le PAG2, je pense qu'on a eu à commenter le PAG2. Ce qui est intéressant, c'est que simplement, le Bénin amorce un autre niveau de son développement. Et ça, moi, j'envie même, j'envie les plus jeunes, parce que j'imagine comment on sera dans 20, 30 ans. Dans 40 ans, on serait déjà bien vieux. Dans 30 ans, on serait bien vieux. Tu me permettras de dire que hier, par exemple, moi, j'ai été pour la première fois à Glangandan. Et lorsqu'on est arrivé au niveau du carrefour Ciné Concorde, et que mon conducteur a pris l'axe. Tu vas où? Mais je dis, nous allons où? Il me dit, vous avez dit à Glangandan, non? Je dis, mais et ici, là, c'est où? Mais quel... J'emprunte la... Non, mais... C'est mon axe. Non. Là-bas, Ciné Concorde, Sekandji. S'il vous plaît. Ah oui, ça va jusqu'à Sekandji. C'est à Sekandji, exactement, ça tombe à Sekandji. Et là, ça c'est là. Vous n'avez pas parlé de l'étoile rouge. Mon Dieu. Vous n'avez pas parlé de l'étoile rouge à Conticon, l'autre voie qui... Oui, là, je l'emprunte, je l'emprunte au moins une fois par semaine. Vous pourrez imaginer, aujourd'hui, vous voyez l'animation qu'il y a sur cette voie. L'animation qu'il y a, le commerce qui se développe désormais. Ah, je crois que je dois refaire le tour aller à Sekandji la nuit. Voilà, donc, et ainsi de suite. Je pense que, comme je le dis, moi je dis aux plus jeunes que c'est eux qui devraient normalement magnifier le président Talon. C'est eux qui devraient... Les gens de notre génération peuvent être grognards, grogneux. Ils peuvent être frustrés. Parce que bon, de toute façon, les sacrifices, c'est nous qui les faisons. Parce qu'on est habitué déjà à un certain rythme, à une certaine des habitudes. On a du mal à peut-être s'en défaire. Mais les plus jeunes... Et alors, dommage, c'est beaucoup parmi eux sont oisifs. Et c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux. Démontre une telle capacité de nuisance, enfin de maléducation, ou dans le sens totalement de politesse. Et c'est ça qui est dommage. Parce que demain, c'est eux qui prendront les rênes. C'est eux qui bénéficieront d'un pays correct, avec modernisé, avec l'assainissement des mœurs et des pratiques. Aujourd'hui, on crie la criette. Demain, c'est eux qui vont déférer d'autres vers la criette. Et c'est eux qui vont magnifier la criette. C'est eux qui nommeront des gens la criette. C'est eux qui... Je ne sais pas. Donc, renforcer l'arsenal. Ils oublieront qu'ils ont taxé d'autres de clébé hier.
et que c'est eux qui en profitent. Je pense que c'est comme ça que moi je veux résumer le PAG2. Le PAG2, c'est quand le chef de l'État, quand le gouvernement lui-même annonce clairement qu'il va revaloriser les salaires. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle volonté. On a promené nos caméras à la bout du travail. Les syndicalistes étaient heureux. Ils attendent désormais maintenant la concrétisation, la matérialisation. Et ils s'organisent. Mais ils s'organisent déjà. Et le porte-parole du gouvernement a rassuré que c'est dès 2022. Je pense que ça, c'est ça un État qui est gouverné. Un État qui est gouverné, c'est le renforcement de la base démocratique et de l'État de droit. C'est le tout premier axe des 3 axes de ce PAG2. La politique de l'assainissement de l'économie et le social, le tout social, le hautement social qui avait été évoqué et sur lesquels sans doute le gouvernement aura l'occasion de revenir, mais tout à l'heure, dit-elle, en évoquant un certain nombre de chantiers. Je pense que tu as listé suffisamment de chantiers sociaux, mais je pense que lorsqu'on verra clair dans la question de la revalorisation salariale et des autres déclinaisons, on verra à quel niveau le PAG2 fera encore des merveilles. Moi, j'ai juste envie de finir. Et si je vois le PAG2, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. C'est vrai, je suis au-delà, après tout, journaliste. Il s'agit de quelle chapelle? La chapelle professionnelle, journaliste. J'ai démarré par là, même si je suis beaucoup plus dans la consultation et comme dans la com et dans la consultation politique et dans l'enseignement. Je préfère quand même revenir un peu sur cette chapelle parce que je dirige cette chaîne grâce à ceux qui m'ont fait confiance pour être là. Et je voudrais que le PAG2, que le second quinquennat du président Talon impacte beaucoup plus les médias. Tu ne fais pas l'erreur en disant en deuxième? Non, moi, j'ai pas de doute sur... Mais écoutez, je vous l'ai toujours dit, moi, j'ai pas une position dogmatique sur la question de limitation des mandats. Ça, c'est pas mon problème du tout. Des États, comme je dis, les 2 chanceliers allemands qui ont marqué ces derniers temps, c'est Kohl et Merkel, ils ont fait chacun près de 20 ans. Donc, du coup, je ne veux pas... C'est pas une position dogmatique, mais le président Talon est sûr de son affaire. Il n'a pas de 3e mandat possible. Donc moi, je ne veux pas perdre mon temps. Ceux qui ont du temps à perdre, et puis ils peuvent le faire. Moi, je vais avancer. Donc, pour moi, je voudrais que le président impacte beaucoup plus le secteur des médias. Il a eu l'occasion de nous dire rapidement au cours d'un débat, rapidement il est intervenu sur ce plateau même, pour montrer combien il compte réformer les médias. Mais il appartient aux acteurs des médias. Je pense que la prise de conscience a commencé. Il faudrait que dans ce qu'on appelle le 5e pouvoir, c'est-à-dire le tout numérique, réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, où tout le monde projette tout, il faudrait qu'on renforce l'entreprise de presse, qu'on renforce la profession des médias, qu'on essaie de circonscrire cette profession à ceux qui veulent vraiment continuer à l'exercer pour qu'on dissocie les médias du 5e pouvoir, c'est-à-dire tout le monde, 11 millions de Béninois, 11 millions de journalistes, 11 millions de canaux de publication. Il faut qu'on quitte là pour en avoir vraiment, pour avoir des canaux spécialisés où lorsque vous lisez, vous avez de la fierté de lire. Lorsque vous écoutez, vous avez de la fierté d'écouter. Lorsque vous regardez, vous êtes sublimé. Voilà. Moi, c'est un véritable challenge. Mon souhait pour ce je te souhaite bonne chance. Je pense que le porte-parole du gouvernement... Je te souhaite bonne chance. Le porte-parole du gouvernement ne doit pas être totalement loin de mes attentes, puisqu'il vient aussi, il est aussi un professionnel, dont je connais très bien les grandes ambitions pour cette corporation, même si personnellement, je prends de la distance. Je sais quand même qu'aujourd'hui, je dirige une télé et donc, je continue de prêcher pour cette chapelle. Oui, nous tenons déjà vers la fin de cette émission. D'ici là, Moussou, votre mot de la fin. Je voudrais profiter de votre temps d'antenne pour présenter par anticipation mes meilleurs vœux. Quoi, tu reviendras pour ça, hein? Mais bon, on va y pas à tout le peuple béninois, à tous les frères et sœurs du Bénin, et leur annoncer sous le contrôle du directeur de cette télévision que Café Politique va reprendre sa nouvelle saison fin janvier.
à la sortie donc des vacances. Avec les mêmes animateurs? Avec les mêmes animateurs, mais avec un nouveau format, avec le décor qui va changer. Et puis, nous allons nous retrouver parce que l'échéance de 2023, c'est déjà à côté. Nous allons donc animer le plateau sur 12 mois. Je vous remercie. David Napoléon Africain. Je voulais d'abord saluer Distel, un de nos très disponibles qui vient rehausser notre plateau par ses analyses bien à propos. Je pense que c'est un... Il n'a donne pas l'air, c'est un aîné bien averti et parfois truculent, mais bon, heureux toujours de l'avoir et je pense que ça s'agit beaucoup avec l'âge, il se modifie avec le temps. Ah ouais, c'est quoi? Comme dirait l'autre, et un look qui change aussi par ailleurs. Heureux de l'avoir. Donc, merci Distel. Donc, on est toujours à l'occasion sans doute de revenir pour les vœux. Et bon, je pense que les téléspectateurs ont pris bonne note que Café Politique reviendra fin janvier. Alors, par rapport à ce plateau, je voulais remercier nos téléspectateurs et tous ceux qui nous sont toujours disponibles. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Je le dis toujours, les consultants donnent leur avis. Et tout le monde a la latitude d'en donner le sien. S'ils en ont besoin, on a des numéros, on a des contacts, on a nos contacts privés. Le débat peut se poursuivre partout. D'autres plateaux peuvent... Il suffit de demander. Moi, je pense que la dynamique sur cette chaîne, c'est plutôt la pédagogie. C'est beaucoup plus la participation. Donc, l'interactivité. Donc, tous ceux qui ont envie d'intervenir, ils peuvent ne pas être d'accord avec nous. Le plateau est ouvert, l'heure est ouvert, parce que c'est de cela. C'est comme ça que nous pouvons bâtir le Bénin. 2021, le discours sur l'état de la nation, je pense que nous avons fait le point avec le défi sécuritaire, avec le défi de la Covid-19 sanitaire. Nous avons parlé de des perspectives avec le PHG2 et surtout, nous l'avons constaté avec le chef de l'État qu'impossible, n'étant plus béninois, nous sommes entrés dans un nouvel état d'esprit et que nous pouvons dire désormais qu'il y a un Yes Weekend à la béninoise. Vous avez fait pratiquement la conclusion de cette émission. Distel Amoussou, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est un devoir. Bonification, vous allez nous donner le secret. Ben écoutez, sur un prochain plateau alors. Merci à vous également, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android. ETélé Bénin. Retenez ceci, cette phrase du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Je cite, les réalisations à venir seront observées 2 fois, 3 fois plus que ce qui a été fait précédemment. Fin de citation. Merci d'avoir suivi ce plateau. À très bientôt.